Bonjour à tous, c'est la Prem, nouvelle vidéo, on va évoquer le match de ce soir qui va opposer la France au Sénégal. Hier on a parlé de l'attaque des Bleus, aujourd'hui on va parler de l'attaque du Sénégal et du coup dans le même temps de la défense des Bleus, est-ce qu'elle peut être un peu mise en difficulté par l'attaque du Sénégal? À mes côtés comme d'habitude, Driss, comment ça va? Ça va super, on va encore parler de la Coupe du Monde, magnifique compétition qui dure un bon mois donc... On a pas mal de choses à évoquer, surtout quand il s'agit de l'équipe de France. Et surtout qu'avec un match France-Sénégal qu'on attend depuis assez longtemps et qu'on a hâte de voir. Du coup, hier, on a parlé, comme je viens de dire, de l'attaque de l'équipe de France. Mais il y a une attaque qui est très intéressante aussi, à son niveau, à son échelle forcément, mais qui a plein de joueurs de qualité, c'est le Sénégal. Et qui arrive à un moment où la France a un peu des incertitudes défensivement. On a le cas de Saliba qui est pas fit à 100%. On avait les latéraux, on s'est posé beaucoup de questions à savoir qui doit débuter. Finalement, on a l'air de partir sur Théo Hernandez et Jules Koundé. Qu'est-ce que tu penses déjà de cette opposition entre l'attaque du Sénégal et la défense de l'équipe de France? Et est-ce que pour toi, ça doit vraiment être une inquiétude potentielle pour la défense des Bleus? Alors déjà, sur la dynamique de certains joueurs, je la trouve plutôt bonne cette saison. On a loué Iliman Ndiaye dû à sa création, dû à toute sa créativité de la saison. Donc je pense que ça pourrait être vraiment un élément surveiller pour l'équipe de France, surtout du côté de Théo Hernandez qui est un latéral connu plutôt pour son apport offensif. Mais si on prend la dynamique du Sénégal en globalité, je pense qu'elle est particulière due aussi à ce qui s'est passé à la dernière CAN parce qu'ils sont quand même montés en puissance tout au long de cette CAN. On avait des incertitudes aussi à un moment donné dans la CAN, ils ont su la corriger, remonter très fort, finir très fort aussi. Il y avait des matchs en demi où ils n'étaient pas forcément sûrs de passer. Et au final, ils sont allés en finale avec de l'expérience, de la jeunesse, des certitudes, des joueurs qui jouaient à l'époque un peu plus, comme Nicolas Jackson, qui a complètement perdu sa place ensuite au Bayern en deuxième partie de saison, dû aussi à la trouvaille Gnabry en 10. Et puis, on arrive avec... une dynamique particulière parce que sur le terrain elle est plutôt bonne maintenant avec ce qui s'est passé avec la CAN qui a été donnée au Maroc sur tapis vert, ça change un peu peut-être la donne au niveau mental, au niveau de la préparation des matchs amicaux. On a vu qu'ils n'étaient pas satisfaisants du tout face aux États-Unis dans un premier temps et ensuite face à l'Arabie Saoudite. Ce sera surveillé. Maintenant, il y a la dernière danse de Sadio Mané qui veut absolument, je pense, finir fort. On l'a vu que pendant la CAN, il avait été monstrueux dans un rôle, comme on disait pour Dembélé, un peu plus intelligent, un peu plus dans la maturité. Ça lui a permis d'être intelligent, de toujours avec cette capacité physique aussi à délivrer beaucoup de volume sur un ensemble de matchs, c'est-à-dire de le voir énormément dans le secteur offensif, créer des doublés, trouver des passes intéressantes. Face à, comme tu l'as dit, un bloc défensif français qui a des doutes, surtout sur les latéraux, parce que Théo Hernandez, je l'ai mentionné juste avant, mais Koundé fait une saison plutôt mauvaise avec le Barça. Et puis Malo Gusto est aussi dans le profil de Théo Hernandez, c'est-à-dire beaucoup plus offensif. Il n'y a que sur les centraux, on a des certitudes. Et tu l'as dit, la finale de Saliba était préoccupante sur peut-être certains aspects, parce que sur la saison, il est incroyable. Et puis, la seule certitude, c'est peut-être Upamecano, qui a été excellent. Pour moi, sa double confrontation face au PSG est très bonne, même sa saison en global, où on arrive début 2026, on le voit comme peut-être le meilleur défenseur central du monde. Donc il y a pas mal d'incertitudes du côté de la France, donc on va voir comment ça va se dérouler, mais je vais avoir ton avis d'abord. Toi, tu penses que... Moi, je trouve que ce qui est préoccupant, déjà, c'est l'état physique de Saliba, qui est quand même un joueur hyper important pour l'équipe de France et pour son secteur défensif. Moi, il m'a vraiment fait peur sur 2-3 courses qu'il a fait où on a l'impression qu'il avait jamais été aussi lent de sa vie. Après, je pense à une action avec Barcola, par exemple, où Barcola lui met 100 mètres presque en peu de temps. Et c'est pas son habitude. Et pourtant, Saliba se fait rarement... Quand il est lancé, il est très, très rapide. Il se fait rarement prendre de vitesse comme ça. Et quand tu vois l'attaque du Sénégal avec des mecs comme Ndiaye, qui est peut-être pas le plus rapide, mais ça reste un joueur qui est explosif. Ouais. Sadio Mané, qui en a quand même encore un peu, je pense, derrière lui. Mbaye, s'il venait à entrer en fin de match, ou Ismaïla Sarr, c'est des fusées. Ismaïla Sarr, ouais. C'est des fusées les deux. Donc en fait, c'est vrai que c'est plutôt inquiétant, sachant que Théo Hernandez,
comme tu l'as dit, c'est un profil qui est censé être un peu plus offensif que défensif en termes de qualité. Même et si c'est calmé un peu dans... offensivement. Il est un peu plus conservateur offensivement. Et Koundé montre beaucoup d'incertitudes dans son jeu et dans sa saison où il a été quand même plutôt en difficulté. Donc ouais, c'est quand même peu rassurant. Après, au final, quand tu regardes l'attaque du Sénégal, c'est pas non plus des joueurs qui sont à leur top forme actuellement. On a Mané qui est sur la fin, Ndiaye qui a fait une saison plutôt bonne, mais qui a pas non plus tout cassé et qui se retrouve à un autre poste au Sénégal, comme un peu à son habitude sur le côté droit, alors que lui il est plutôt habitué à jouer côté gauche. Et c'était un peu plus descendant pour lui quand même. Ouais, à l'image d'Everton qui a mal fini la saison et qui se qualifie pas en Coupe d'Europe. Là où justement Ismaïla Sarr a fait une très belle saison avec plus de 20 buts toutes compétitions confondues, et tu pouvais te dire potentiellement que ça pourrait être lui, le titulaire à droite. Ça a l'air d'être plutôt Ndiaye au vu des compos du Sénégal sur les matchs amicaux. Ouais. Et puis tu as le poste de 9 qui est pas non plus emballant. On a parlé de Nicolas Jackson, on parlait aussi tout à l'heure de Chérif Ndiaye, peut-être de Bamba Dieng qui a profité lui par contre de sa belle saison avec Lorient, mais ça reste quand même un joueur pas non plus de classe internationale, même si on a déjà vu des joueurs comme ça. C'est typiquement le profil de joueur qui peut vraiment se... prendre une nouvelle dimension sur une compète comme ça. Ah ouais, totalement. Que sur la compète, tu vois. Ouais, et puis redevenir. Et c'est un peu l'habitude de ces compétitions-là. On a vu hier, je sais pas si tu as pu voir le match hier, parce qu'on le promettait beaucoup à Marseille. Ouais. Mais tu vois, je pense à Félix Nmecha, il a fait un match. T'as l'impression de voir Bellingham Prime alors c'était contre Curaçao. Mais tu vois, la compète. Trop à l'aise les mecs hier. La compète. Même Wirtz. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il joue libéré, au City. libéré totalement. Et ça joue un peu comme ça sur certains joueurs, et Bamba Dieng peut en faire partie. Mais voilà, on se dit quand même que la France peut être capable et doit être capable de contenir ces mecs-là. Mais il y a quand même des incertitudes qui font que tu te poses des questions et tu te dis est-ce que ces mecs-là peuvent pas chambouler la défense des Bleus, quoi. C'est quoi le match-up qui te fait le plus peur, toi? L'attaque potentielle? Non, le match-up le 1v1 qui te fait le plus peur. Et de France. Et finalement, moi je dirais peut-être Mané Koundé. Parce qu'en fait, Hernandez, je le trouve pas à son top niveau, mais je pense qu'il peut tenir Ndiaye. Ouais. Mais je sais pas, moi j'ai ce pressentiment, comme tu as dit, de la dernière danse de Mané. Ouais. Et en fait, je le vois être performant. Et je me dis qu'il peut faire tourner la tête à Koundé, en fait. Moi, c'est l'inverse, l'autre côté, toi? Lui, ouais. Moi, j'ai appris plus Ndiaye. Parce qu'en fait, Mané, maintenant, c'est beaucoup moins dans la percussion. Alors, peut-être que version Liverpool, je t'aurais dit, forcément, c'est lui, parce que c'est la tête d'affiche du pays. Forcément, ça l'est toujours, parce que c'est le capitaine et que c'est lui qui mène la troupe. Et puis, je le remercierai encore toute ma vie pour ce qu'il a fait en finale de la CAN. Mais voilà, je pense que Koundé, sur l'homme, il serait un peu plus rassurant, tu vois. C'est quelqu'un qui est quand même physiquement très dur, qui va pouvoir quand même le contenir en face à face. Il aura peut-être un peu plus de mal... il aura un peu plus de facilité dos au jeu quand Sadio Mané sera dos au jeu, mais face à face, ça serait un peu plus compliqué. Mais par contre, Iliman Ndiaye, c'est quand même quelqu'un qui est quand même assez... fin techniquement, qui est capable, sur un geste à l'arrêt, créer quelque chose, une passe, là où Théo Hernandez est un peu moins à l'aise pour anticiper, pour faire gaffe à son dos, etc. Même si dans la vitesse, je pense que Théo Hernandez sera présent pour le déranger au maximum. Mais c'est vrai que là, sur ce côté-là, où la naïveté de Hernandez, ou sur un repli un peu moins chirurgical, il pourrait faire mal du côté de la France. Et puis aussi ce côté franco-sénégalais, je ne sais pas si lui l'est, mais en tout cas il est francophone, donc ça doit quand même peser. C'est des joueurs qui jouent, qui sont passés en France, qui parlent français, donc ça doit toujours créer une motivation en plus. Lamine Camara joue à Monaco, il y a plein de joueurs dont c'est le cas, Diakhaté qui joue à l'OL, etc. Donc ça va être intéressant dans le storytelling aussi de la rencontre. Donc ça, je pense que ça va aussi élever le niveau de certains joueurs. Donc j'espère que ce sera le cas aussi défensivement pour l'équipe de France, sans parler évidemment de ce qu'on a parlé hier sur le secteur offensif français. Et qui pourrait être le quatrième offensif selon toi du Sénégal? Parce qu'on parle du trio, mais... Comme tu l'as dit, moi, la dynamique, ça devrait aller sur Sarr. Après, les matchs amicaux donnent quand même pas mal d'indications, même si j'ai vu des sélectionneurs qui avaient des lectures différentes. J'ai vu Tourelle complètement changer son effectif comme Deschamps. Et puis Papcho, lui, c'est un peu différent. Tu vois, les trois de devant n'ont pas changé, il n'y a que le BU. Donc c'est à voir. Je pense que les trois ne changeront pas. C'est peut-être le poste de 9 qui va changer. Et en numéro 10, tu verrais qui avec le Sénégal?
Parce que on a l'impression que c'est Habib Diarra, non, Habib Diarra parce que Lamine Camara a un peu reculé sur le terrain. Et puis surtout Habib Diarra, cette saison, avec le bris à Sunderland, il n'a pas forcément cette place sûre de titulaire. Non, pas du tout. Donc, c'était plutôt Enzo Lefebvre qui avait l'air d'être plus... Ils ont joué un peu tous les deux quand même. Ouais, mais j'ai pas souvenir que Diarra était forcément titulaire en 10. Après, je sais pas, il est peut-être sur une bonne dynamique. J'ai regardé récemment son petit 24 heures avec... C'est des mecs, franchement... t'as envie de les pousser à bien performer parce que c'est tellement des bons gars en dehors du terrain. Ça montre que y a aussi une institution aussi en dehors du terrain qui est bonne du côté du Sénégal. Donc on a envie que ces joueurs soient performants. Maintenant sur le quatuor de devant, il va falloir de la complémentarité. Il va falloir aussi retrouver l'automatisme et cette montée en puissance qu'ils avaient eu pendant la CAN. Parce que le Sénégal a vraiment un coup à jouer, surtout avec cette Coupe du Monde à plusieurs pays. Enfin, beaucoup plus de pays. Qui pourrait potentiellement permettre à une sélection africaine d'aller peut-être plus loin. Voilà, ce serait bien qu'il n'y ait pas que forcément le statut du Maroc qui puisse le faire. Il y a aussi l'Algérie qui a une poule avec pas mal de pièges, mais qui peut s'en sortir, sachant qu'en sortant avec le 3e, le Sénégal évidemment, la Côte d'Ivoire qui a gagné son premier match. De ce que j'ai vu, la 3e place est peut-être plus attractive que la 2e place. Ah oui. Dans mes souvenirs. À regarder, mais je crois qu'en fait, si t'es 3e, t'affrontes une équipe peut-être moins forte que si t'es 2e. Donc ça peut être aussi intelligent pour l'Algérie de finir 3e. C'est vrai que on en reparlera sûrement après, mais le groupe de l'Algérie n'est pas cadeau du tout. Non. Pas cadeau du tout, parce que l'Autriche, c'est vraiment solide depuis quelques années, surtout avec Rangnick qui a vraiment amené quelque chose de bon. Et puis le tenant du titre, forcément, ça pose problème. Et écoute, pour finir sur France-Sénégal, ton prono ? Moi, je vais aller sur une victoire de la France. Je pense un peu à l'image de Brésil-Maroc, où ça va jouer en première mi-temps et qu'on va essayer de gérer ensuite la 2e. Donc quel score du coup ? Je vois 2-0. Ok. C'est complètement en contradiction avec tout ce que je viens d'énumérer, mais je pense que peut-être que l'équipe de France a ce bouton on-off version Coupe du Monde. Ok. Et toi ? Et moi, du coup, je vois bien un match nul. Entre la France et le Sénégal, je vois bien un partout. Parce que moi, je suis dans ce truc-là. Je vois bien l'équipe de France monter en puissance au fur et à mesure de la compète. Je trouve que le Sénégal, c'est une équipe qui est solide, qui aura envie de faire un résultat contre la France. Et je pense qu'il pourrait se contenter d'un match nul. Le Sénégal, même si tu es compétiteur, tu veux gagner tous tes matchs, mais il pourrait s'en contenter. Et la France, j'ai peur que ça soit un peu... tu vois, on en attend beaucoup, mais que sur un match contre le Sénégal, en ouverture, sur une compète qui va être très longue, avec les 16e de finale qui se sont rajoutés, plus d'équipes, je les vois bien commencer timidement, doucement, et avec un match nul face à une bonne équipe du Sénégal qui pourrait déranger les Bleus. Pourquoi pas ouvrir le score ? Et derrière la France qui essaye de pousser un peu, qui a un peu de mal, et puis finalement qui égalise, mais qui n'arrive pas à aller chercher ce but pour gagner le match. Mais je dirais match nul, moi. Il faudra voir aussi offensivement ce que le Sénégal est aussi capable de créer. Le premier tour des phases finales, ils avaient galéré sur un bloc bas. Je ne sais plus quelle équipe c'était. À la CAN ? Ouais, ils se font surprendre dans les premières minutes. Mais c'est vrai qu'ils avaient pas mal tamponné sur ce début de rencontre. Et en transition, c'était allé vite. Alors, je ne sais pas si le Sénégal aura la balle. Je ne pense pas. À moins que Deschamps nous réserve quelque chose un bloc médian, un bloc bizarre. Donc, à voir. Je pense que le Sénégal va quand même avoir des momentum qui seront peut-être coûteux pour l'issue de la rencontre. Eh ben écoutez, n'hésitez pas à nous donner vos pronos dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à nous dire qu'est-ce que vous pensez de cette opposition entre l'attaque du Sénégal, la défense des Bleus. Est-ce que vous pensez que les défenseurs français doivent vraiment s'inquiéter de l'attaque du Sénégal, ou est-ce qu'il y a vraiment peut-être une différence de niveau ? Je ne sais pas, c'est à vous de me dire. Donc voilà, c'était la preuve encore une fois. Bon match à tous et à très bientôt.